Les lions dominent ce territoire, formant la population la plus importante de Zambie. On les voit souvent en grands groupes, chassant le long des lits de rivières asséchées. À la tombée de la nuit, le hurlement des lycaons résonne dans l'air tandis qu'ils se mettent en chasse, affichant le taux de réussite le plus élevé d'Afrique. Des milliers d'hippopotames s'entassent le long de la Luangwa, luttant contre la boue et le soleil brûlant afin d'y assurer leur survie. C'est dans le parc national de South Luangwa que le concept de safari pédestre a vu le jour, une expérience unique, plus lente, plus respectueuse de la nature. Place à Luangwa révélée, installée en plein cœur de la vallée des chasseurs. Sous la croûte craquelée de la boue, le crocodile du Nil attend, immobile, espérant des crues qui pourraient en ne pas venir. Sur ce sol brûlé, la hyène tachetée se dispute des restes en décomposition avec des vautours affamés, tandis que le léopard, silhouette furtive, chasse en silence. Seul le grondement de son estomac vide trouble le silence de la canopée clairsemée. La saison des pluies 2023-2024 a été particulièrement difficile. Le retour d'El Niño a provoqué une sécheresse prolongée, laissant plus de la moitié de la Zambie en détresse. À South Luangwa, de nombreux cours d'eau se sont taris, la chaîne alimentaire s'en est trouvée bouleversée, les migrations animales ont été perturbées, tandis que certaines maladies ont ressurgi de manière inquiétante. Malgré ce tableau sombre, ce refuge sauvage a réussi à survivre, porté par des espèces animales ayant réussi à s'adapter et à surmonter l'adversité. Tout a commencé en 1938, lorsque South Luangwa a été déclaré réserve de chasse. Autrefois domaine de chasse de l'élite coloniale, le site a connu une transformation majeure dans les années 1950, lorsque Norman Carr a eu l'idée révolutionnaire d'emmener les voyageurs marcher au cœur de la brousse plutôt que de chasser. C'est de cette expérience que sont nées les marches guidées en safari. En 1972, South Luangwa est devenu officiellement un parc national niché dans la province orientale de la Zambie, non loin des frontières avec le Malawi et le Mozambique. S'étendant sur plus de 9050 km², le parc s'étire des pentes de l'escarpement de Muchinga jusqu'aux méandres de la Luangwa. Cette dépression, héritage de l'ancien Grand Rift, s'est formée lorsque les plaques tectoniques se sont écartées, laissant place à de vastes plaines alluviales. Le cours sinueux de la Luangwa a créé des bras morts, formant des lagunes riches en faune, tandis que le Mopane s'étend dans les zones plus sèches, laissant place, sur les collines, à la forêt de Miombo, plus fraîche, plus humide, refuge d'espèces uniques. Le climat de la région est de type tropical semi-aride. La saison des pluies s'étend de novembre à avril avec des précipitations comprises généralement entre 700 et 1200 mm, favorisant le développement de zones humides. La saison sèche, de mai à octobre, s'accompagne d'une raréfaction de l'eau, concentrant la faune sauvage près des derniers points d'eau, en particulier le fleuve Luangwa, ce qui offre des spectacles de la vie sauvage d'une grande intensité. L'activité dans le South Luangwa est renommée pour son extraordinaire biodiversité. On y dénombre plus de 60 espèces de mammifères et plus de 400 espèces d'oiseaux. C'est le seul endroit où l'on peut observer certaines espèces endémiques, comme la girafe de Thornycroft ou le gnou de Cookson. Au cœur de la vallée de la Luangwa, la vie s'organise autour de ce cours d'eau vital. Avec l'avancée de la saison sèche, le niveau de l'eau baisse, laissant le fleuve en tant que dernière source d'eau permanente. La vase s'y dépose, formant d'anciens bras morts, des lacs en croissant, encore foisonnants de vie. Toutes les créatures de la région viennent s'y abreuver. Les safaris pédestres dans le Luangwa central figurent parmi les expériences les plus emblématiques. Chaque jour, les voyageurs marchent 6 à 8 km à travers forêts, prairies et zones humides, en suivant les traces de la faune sauvage, guidés par des experts chevronnés. Chaque pas prend la forme d'un voyage de découverte, une expérience que le véhicule, quelle que soit sa robustesse, ne peut offrir. Au crépuscule, le relais de la chasse passe silencieusement au léopard. Pas besoin de rugir ni de vivre en groupe.
Ce prédateur solitaire chasse avec agilité, précision et discrétion, le symbole parfait d'un chasseur d'exception. Les territoires des léopards de la vallée de la Luangwa varient considérablement en fonction de l'individu et de son sexe. Un mâle peut s'approprier de vastes domaines de 28 à 56 km², tandis que la femelle garde généralement des territoires de plus petits, de 3 jusqu'à 40 km². Leurs territoires se chevauchent, parfois, notamment en période d'accouplement, mais les conflits directs sont peu fréquents, sauf en cas de concurrence. Contrairement aux espèces spécialisées dans la chasse en groupe ou les longues courses-poursuites, le léopard opte plutôt pour une approche solitaire, patiente et furtive. C'est précisément ce choix stratégique, discret mais redoutable, qui en fait l'un des chasseurs les plus performants de la faune sauvage. Sa grande capacité d'adaptation lui a permis d'étendre son aire de chasse des forêts denses jusqu'aux zones sèches de la vallée de la Luangwa. Contrairement à d'autres grands prédateurs, le léopard chasse principalement de nuit. Avec une vision nocturne jusqu'à 7 fois plus performante que la nôtre, il se déplace dans l'obscurité en utilisant le monde de la nuit comme un parfait camouflage. Sa robe parsemée de rosettes lui sert de tenue de chasse, le rendant presque invisible lorsqu'il se déplace dans le sous-bois ou se tapit dans l'herbe sèche. Sa taille varie de 30 à 90 kg en fonction du sexe et de l'environnement, et son corps peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long en incluant la queue. Sa chasse consiste en une approche stratégique. Chaque pas est mesuré, chaque respiration suspendue jusqu'au moment de l'attaque. Avec une vitesse de pointe pouvant atteindre 58 km/h, le léopard bondit en une fraction de seconde sur sa proie et l'immobilise aussitôt. Une fois la proie abattue, le léopard prend soin de la hisser dans un arbre afin d'éviter que d'autres carnivores, lions ou hyènes, ne viennent la lui dérober. Avec la force de ses muscles, il peut monter une carcasse de plusieurs dizaines de kilos sur une branche en utilisant le tronc robuste des mopanes, dont les branches incurvées vont soutenir ce précieux butin pendant des jours. Au cœur des affleurements rocheux épars des forêts de Mopane, un son retentit avec force, déchirant le silence de l'aube. C'est l'appel du babouin chacma, l'un des primates les plus grands, les plus intelligents et les mieux organisés d'Afrique australe. Ils commencent leur journée avec assurance et vivacité, comme s'ils connaissaient ce territoire par cœur, chaque pas étant déjà gravé dans leur mémoire. Dans la vallée de la Luangwa, le babouin chacma est généralement présent dans les zones rocheuses en hauteur, en lisière de forêt et le long des berges de la rivière. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 40 kg et mesurer plus d'1,20 m, soit près de 3 fois le poids moyen d'une femelle. Leur pelage varie du gris-brun au gris cendré, parfois orné d'une crinière plus dense autour du cou, ce qui leur offre un parfait camouflage dans le décor de roches rouges, de prairies sèches et de buissons. Ils vivent en groupe de 20 à 80 individus dirigés par un mâle dominant chargé d'assurer leur cohésion, leur sécurité et leur discipline. Ces structures sociales sont remarquablement souples, renforcées par le toilettage, le partage de la nourriture et le soin des petits. Ces comportements renforcent non seulement l'unité face aux prédateurs, mais ils permettent également au groupe de s'adapter et d'apprendre de l'expérience de chacun. Véritables omnivores, ils se nourrissent de presque tout ce que leur environnement leur offre. Herbes, racines, fruits, jeunes feuilles, graines, insectes, œufs d'oiseaux et petits animaux comme des lézards, des rongeurs et des oisillons. Leur capacité d'adaptation alimentaire est l'une des principales raisons de leur expansion dans des habitats variés, des forêts clairsemées jusqu'aux déserts semi-arides en passant par les zones montagneuses. Au cœur de la Luangwa, ils suivent le rythme des saisons, se déplaçant en fonction des fruits disponibles le long de la rivière ou près des zones humides pendant la saison des pluies. Quand la saison sèche s'installe, ils se réfugient sur les hauteurs, utilisant le relief escarpé en guise de refuge contre les prédateurs, notamment le léopard.
Malgré leur statut de proie, les babouins chacmas sont capables de se regrouper et de se défendre lorsqu'un danger, en particulier contre leurs petits, se présente. Ils disposent de plus de 30 vocalises différentes, associées à des expressions faciales et des postures physiques, afin de lancer des alarmes, de se coordonner ou d'exprimer des émotions. Les recherches de la Wildlife Conservation Society, menées en 2023 à 2024, montrent que leur langage corporel varie en fonction du contexte social, du relief et des relations individuelles. Leurs compétences de communication figurent parmi les plus développées de toutes les espèces de primates non humains. Au fur et à mesure que les derniers échos des babouins s'évanouissent dans le bush, un troupeau d'impalas apparaît sur l'herbe couverte de rosée. Élancés, vifs et toujours en alerte, ils n'ont ni griffes ni crocs, seulement des réflexes foudroyants. Dans ce monde sauvage, chargé de dangers, ils doivent leur survie principalement à leur agilité. Les impalas pèsent généralement de 40 à 75 kg et mesurent environ 90 cm au garrot. Leur morphologie leur permet de réaliser des sauts de plus de 10 mètres en longueur et de 3 mètres en hauteur, de véritables acrobaties utilisées pour échapper à certains des plus redoutables prédateurs d'Afrique. Leurs grands yeux, toujours en alerte, perçoivent le moindre mouvement, tandis que leurs oreilles mobiles détectent le plus subtil des bruits, formant un système d'alerte indispensable en cas de danger. Aux yeux de certains prédateurs de South Luangwa, ils pourraient passer pour des proies faciles, mais ils sont en réalité passablement difficiles à chasser. Au-delà de leur agilité, ils s'en remettent à des comportements sociaux pour assurer leur sécurité. Vivre en groupe dilue le danger. Le prédateur a plus de mal à concentrer son attaque sur un seul individu, ce que l'on nomme l'effet de dilution. Le régime de l'impala est particulièrement flexible. S'ils se nourrissent principalement d'herbes, ils peuvent également brouter des feuilles, de jeunes pousses ou des fruits, en particulier pendant la longue saison sèche de mai à octobre. Cette capacité d'adaptation leur garantit de trouver de la nourriture dans des habitats en constante transformation, ce qui est indispensable face aux changements climatiques de plus en plus marqués. Au moment où le troupeau d'impalas se retire en lisière de la forêt afin d'échapper à la chaleur croissante, le sol commence à trembler sous l'impact d'un grondement sourd et lointain. À peine le martèlement des sabots s'estompe-t-il que la silhouette d'un lion apparaît, maître incontesté de la vallée de la Luangwa. Au cœur de la savane écrasée de chaleur, le lion n'a pas besoin de rugir. Le simple fait de se dresser, silhouette dominante, suffit à assurer le respect de toutes les créatures. Les origines évolutives du lion remontent à des dizaines de milliers d'années, lorsque ses ancêtres peuplaient les plaines gelées d'Europe, les déserts du Moyen-Orient et les vastes savanes d'Afrique. Aujourd'hui, leur aire de répartition s'est considérablement réduite, principalement en Afrique subsaharienne et dans une petite population en Inde. Toutefois, dans le Luangwa, en particulier dans le secteur central, le lion conserve des densités de population relativement élevées, faisant de ce parc l'un des derniers refuges stables de l'espèce. Les lions forment des groupes familiaux appelés troupes, avec une structure sociale précise où chaque membre joue un rôle indispensable. Les lionnes constituent le cœur de la troupe. Ce sont elles qui chassent, s'occupent des petits et renforcent les liens familiaux. Les mâles, de leur côté, protègent le territoire contre d'éventuels intrus pouvant menacer l'unité du groupe. Le climat semi-aride de la Luangwa souligne le changement de saison. De mai à octobre, la sécheresse s'installe, l'eau se fait rare, l'herbe sèche et la plupart des animaux se concentrent autour des derniers points d'eau. C'est précisément là que les lions trouvent leur avantage, en embuscade près de ces sources vitales. Dans la nature, les lionnes se déplacent avec la discrétion de l'ombre, sans bruit ni précipitation, de véritables chasseuses expérimentées. Quand la proie apparaît, elles s'élancent en quelques instants, pouvant courir jusqu'à 80 km/h. Leur vue, 6 fois plus performante que la nôtre dans l'obscurité, leurs griffes acérées et leur agilité leur permettent de bondir sur leur proie en quelques mètres.
D'un coup de dent précis à la gorge, la chasse prend fin en quelques secondes. D'après les données de 2024 de Panthera et de l'UICN, le nombre de lions en Afrique a diminué de plus de 40% au cours des 30 dernières années, avec seulement 20 000 à 25 000 individus vivant encore à l'état sauvage. Toutefois, en Zambie, le South Luangwa demeure un bastion de l'espèce, grâce à des initiatives de conservation dévouées, des patrouilles anti-braconnage, le suivi par satellite des troupes de lions et des programmes de sensibilisation des communautés locales. Certains groupes emblématiques de la région, comme le Big Pride, qui comptait autrefois plus de 30 membres, se sont scindés en unités plus petites, maintenant dispersées dans des zones telles que Mamba et Enafu, écrivant leur propre histoire sur les plaines herbeuses et le sol rouge de cette vallée exceptionnelle. Au cœur de ce vaste panorama de forêt de Mopane, la silhouette d'un oiseau se détache contre le ciel zambien. Son vol, ondulant et instable, une queue courte, des plumes noires et châtains et un visage d'un rouge vif le rendent aussitôt identifiable, le battleur, ce grand aigle d'Afrique. Silencieux nomade, le battleur s'impose pourtant en maître des airs de ce biotope semi-aride. Sa particularité, sa silhouette en vol, proche d'une feuille emportée par le vent, en raison de l'absence de queue allongée. Flottant sur les courants thermiques, ce rapace glisse avec une grâce infinie, laissant le ciel le porter. Le battleur garde farouchement son territoire, d'environ 650 km². Peu enclin à cohabiter avec des intrus, en particulier de son propre sexe, il chasse aussitôt tout intrus en piquant droit sur lui, pouvant atteindre des vitesses de 80 à 90 km/h. Ce déploiement d'agressivité souligne son instinct de domination sur son domaine. Au cœur de ce décor aride, le battleur joue le rôle indispensable de nettoyeur. Loin de l'image du chasseur solitaire, ce grand rapace est un opportuniste, se nourrissant de petits animaux, reptiles, insectes, oiseaux, mais aussi de charognes laissées par les grands prédateurs. Sa vue perçante lui permettant de détecter de très loin une carcasse en décomposition, le place en seconde ligne aussitôt après les vautours. Après s'être baigné dans une mare formée par les pluies, le battleur se perche sur une branche, les ailes grandes ouvertes afin de sécher son plumage tout en absorbant la douce chaleur du soleil. Sa silhouette, bras déployés, prend alors des airs de gardien spirituel, veillant en silence sur le monde en contrebas. Au cœur des marais paisibles et des forêts denses de Mopane, de Luangwa central, un cri perçant déchire le silence. C'est l'appel de l'aigle pêcheur d'Afrique, le rapace emblématique de la Zambie. Dès que ce son retentit, on sait que le roi des airs est réveillé. L'aigle pêcheur d'Afrique joue un rôle indispensable dans le rythme naturel du parc national de South Luangwa. Avec sa tête et son poitrail d'un blanc pur, ses ailes d'un brun profond et son bec crochu de couleur or, il se détache sur le fond d'un ciel d'un bleu vif et se reflète dans les eaux argentées, en contrebas. Bien que répandu en Afrique subsaharienne, ce grand prédateur reste étroitement lié aux milieux aquatiques, des lieux poissonneux où il s'épanouit. D'une envergure pouvant atteindre 2,4 mètres, ce rapace de grande taille est équipé de pattes puissantes, parfaites pour la pêche. Le dessous de ses pattes, rugueux, et ses serres acérées lui permettent d'agripper fermement des proies glissantes en vol, sans nécessiter d'efforts supplémentaires. Sa stratégie de chasse est simple mais d'une efficacité redoutable. Perché sur une branche dominante, proche de l'eau, l'aigle attend que le poisson s'aventure en surface. D'un coup d'aile rapide, il fond en piqué, frôle l'eau de ses serres et s'en saisit d'un seul geste précis. Aucun faux pas, aucun mouvement superflu. Des générations de sélection ont affiné ce comportement jusqu'à le rendre parfait. Lorsque le besoin s'en fait sentir, l'aigle pêcheur chasse également de petits reptiles, des échassiers ou se contente de charognes. Sa capacité d'adaptation lui a permis de vivre dans des habitats en permanente évolution, de profiter de toutes les opportunités que la nature lui offre.
c'est ce que l'on voit lorsqu'ils dérobent le butin d'autres chasseurs, comme le martin-pêcheur, une forme d'opportunisme que la faune sauvage a développée afin d'assurer sa propre survie. Au sein de ce monde de concurrence permanente, le couple d'aigles pêcheurs s'avère monogame. Ils restent liés jusqu'à la mort, construisent leur nid en hauteur, généralement dans un grand arbre proche de l'eau. Le nid, pouvant atteindre 2 mètres de diamètre, s'agrandit d'année en année. Lors de chaque couvée, ils pondent 1 à 3 œufs, et les 2 parents partagent le rôle de l'incubation et de l'élevage des jeunes. Dans l'écosystème de Luangwa central, l'aigle pêcheur joue le rôle d'un précieux bioindicateur. Sa simple présence souligne la bonne santé des milieux humides, suffisamment propres et poissonneux pour assurer la vie de toutes les espèces animales associées. Au-delà de ce rôle, en régulant les populations de certains poissons, l'aigle garde l'équilibre des écosystèmes aquatiques, évitant des proliférations pouvant déstabiliser la chaîne trophique. Le saviez-vous ? Au-delà de la Zambie, ce grand rapace est le symbole de plusieurs États, notamment le Zimbabwe et le Soudan du Sud. Les habitants le considèrent comme l'emblème du courage, de la clairvoyance, de l'indépendance d'esprit. Tout près d'eux, une cigogne à bec jaune s'avance avec précaution, ses pattes roses pâles glissant sur le fond vaseux, comme si elle craignait de déranger les géants voisins en train de se prélasser. Avec son bec jaune incurvé, la cigogne sonde lentement la surface de l'eau, frappant parfois avec la vitesse de l'éclair afin d'attraper un petit poisson ou un insecte caché sous la vase. Elle mesure entre 90 et 105 cm de hauteur, avec une envergure d'environ 160 cm et pèse en moyenne 2 kg. Elle préfère les eaux peu profondes, de 10 à 40 cm de profondeur, où le mouvement des petits poissons, grenouilles et insectes est plus limité, ce qui en fait des cibles idéales pour sa technique de chasse spécialisée. Sa méthode, le réflexe de fermeture du bec, consiste à refermer ce dernier en seulement 0,025 secondes dès que le moindre mouvement est détecté. Pour débusquer ses proies cachées dans la vase et la végétation, la cigogne remue délicatement le fond de la lagune avec une patte afin de les déloger. Dès qu'un poisson, un crustacé ou un insecte apparaît, le réflexe de son bec fait le reste. Le comportement de la cigogne à bec jaune souligne son caractère sociable. Elle chasse rarement seule, formant plutôt des groupes pouvant parfois rassembler des dizaines d'individus. Ce sont également des nicheuses coloniales. Elles construisent de grands nids de branchage en hauteur dans des arbres le long des lagunes ou en groupes de mopanes, pouvant atteindre près d'1 mètre de hauteur et resservir plusieurs saisons de suite. Les oisillons sont nourris par les 2 parents qui régurgitent de la nourriture partiellement digérée. Ils sont même rafraîchis lors des fortes chaleurs, soit par le battement des ailes de l'adulte, soit par de l'eau que ce dernier laisse couler de son bec ouvert. Au sein de l'écosystème lagunaire de South Luangwa, la cigogne à bec jaune joue un rôle écologique important en tant que prédateur de second niveau. Elle régule les populations de petits poissons, de crustacés et d'insectes, maintenant ainsi l'équilibre de la chaîne trophique. De plus, en fouillant le fond de l'eau, elle provoque des remous qui vont profiter à d'autres espèces, comme les aigrettes, les hérons et les jacanas, en débusquant des proies autrement inaccessibles. Ce jeu de relations souligne le fonctionnement d'un écosystème en équilibre où chaque espèce en soutient d'autres. Dans les marais de l'est de la Zambie, certains habitants des eaux peu profondes partagent ce trait frappant, le plumage blanc de certains des grands échassiers de la région. Tandis que la cigogne à bec jaune se présente avec une silhouette grande, fine, d'un blanc teinté de rose, la spatule d'Afrique apparaît plus douce, d'un blanc pur, du cou jusqu'aux ailes. Les 2 espèces, pourtant différentes par leur morphologie et leur comportement, partagent une beauté élégante, de véritables points de couleur vivantes sur le fond serein des zones humides de Luangwa et de Kapamba. Le rôle écologique de ce spécie
est crucial dans les zones humides semi-arides, où chaque espèce occupe une place indispensable dans le flux d'énergie et le cycle des nutriments. Poursuivant le voyage des espèces endémiques, le ciel de la boucle sud et du secteur Ankfus s'embrase lorsque des dizaines de guêpiers carmins s'envolent. Leur plumage rose, carmin parsemé de touches de bleu turquoise forme de vivantes traînées de couleurs sur le paysage de la saison sèche, un spectacle visuel mais aussi le reflet de leur parfaite adaptation aux rivières, au vent et au feu. Le guêpier carmin est le maître de l'espace aérien parmi les insectivores. Sa technique de chasse consiste en la chasse en vol, nécessitant une précision millimétrée. Perché sur une branche dénudée, l'oiseau prend son envol en un instant afin d'attraper en l'air des insectes en vol. Malgré son nom de guêpier, son régime va bien au-delà des abeilles. Termites, cigales, libellules, papillons, criquets, tout insecte s'aventurant hors de son abri est une proie potentielle. Dans ce monde, les feux de brousse balayent fréquemment le paysage en fin de saison sèche. C'est ce moment que le guêpier carmin attend. Il tournoie le long du brasier, formant des traits vivants de couleurs. Flammes, fumée, instinct de survie. Même de grands animaux, comme les outardes, les cigognes ou les 4x4 de safari en mouvement, l'aident en débusquant des insectes cachés. Pendant la saison de reproduction, les berges d'argile douce de la Luangwa se transforment en vastes colonies de guêpiers carmins. Ces derniers creusent des dizaines de galeries les unes à côté des autres dans le talus de la rivière. Chaque tunnel, pouvant s'enfoncer jusqu'à 2 mètres de profondeur, se termine par une chambre étroite où sont pondus les œufs en sécurité. Le voyage migratoire de cette espèce suit un cycle délicat en 3 phases. Il commence par se reproduire le long de rivières comme le Zambèze ou dans la région de la bande de Caprivi en Namibie. Après la saison des amours, ils descendent plus au sud afin d'éviter les premières pluies, puis passent l'hiver près de l'équateur africain où les insectes restent abondants tout au long de l'année. Au cœur des falaises abruptes et des pentes rocheuses des hauts plateaux de Miombo, le klipspringer n'a pas besoin de vitesse pure. Au contraire, avec des bonds mesurés au centimètre près et des sabots pas plus grands qu'une pièce de monnaie, il se déplace sur le rocher avec l'agilité d'un acrobate, léger, sûr de lui et presque insensible au vide. Dans le secteur de la boucle sud de South Luangwa, le klipspringer a réussi à trouver le refuge parfait. Les pentes abruptes, les rochers glissants et la végétation clairsemée des forêts de Mopane constituent ce dédale naturel où l'adaptation est la condition indispensable de la survie. Au fur et à mesure que l'altitude s'élève jusqu'à environ 1400 mètres, l'eau de surface se raréfie, l'humidité demeure faible et la présence humaine est quasi inexistante. Sa morphologie est le témoignage de la sélection naturelle en action. Mesurant seulement 50 à 60 cm de hauteur et pesant de 8 à 18 kg, le klipspringer est équipé de pattes robustes et de sabots exceptionnellement durs. Ces sabots lui permettent de s'agripper fermement aux rochers abrupts. Ainsi, le klipspringer peut bondir jusqu'à 3 à 3,6 mètres en hauteur, une performance remarquable vu la petitesse de l'animal, et atterrir sur des rebords de quelques centimètres de large. Son pelage est lui-même une merveille d'adaptation. Épais, rude et creux, chaque poil joue le rôle d'un isolant contre le froid des nuits en altitude et de coussin absorbant contre les chocs lorsqu'il se déplace sur les rochers déchiquetés. Les klipspringers vont généralement par paires monogames, formant des couples liés de manière durable. Ils ne migrent pas avec les saisons, mais restent sur le même territoire, le marquant de sécrétion de glandes préorbitales et d'excréments. Une carte chimique efficace, renforçant le lien du couple et évitant les conflits. Face à une menace, ils se blottissent l'un contre l'autre, émettent un sifflement d'alerte, puis gravissent le point le plus élevé afin d'observer ce danger. Dans ce milieu aride où l'eau douce est rare, le klipspringer a évolué afin de vivre principalement de l'humidité présente dans son alimentation. Il se nourrit de feuilles, de fleurs et de baies d'espèces indigènes telles que le mopane, le marula et le tamarin. Les espèces sont disséminées dans les bois clairsemés de mumbo.
Leur corps compact les aide à économiser de l'énergie, un avantage de taille lors des longues saisons sèches que peu d'autres animaux peuvent supporter. Face aux conditions les plus rudes de la nature, le véritable miracle n'est parfois pas la force brute, mais l'endurance tranquille et l'adaptation constante. C'est comme si le Créateur avait placé cette petite créature dans le coin le plus difficile de la nature, afin de nous rappeler que la vie, lorsqu'on lui en laisse la chance, trouvera toujours son chemin. Contrairement au klipspringer, cette petite antilope qui s'agrippe aux falaises escarpées de l'escarpement de Muchinga, une silhouette furtive se déplace dans les herbes hautes des zones plus basses. C'est le guibe des buissons, une antilope des lisières de la forêt, vivant le long des bordures boisées et des fourrés denses. Chaque individu, en particulier le mâle, présente une morphologie robuste avec une hauteur d'épaule de 70 à 80 cm et un poids de 40 à 80 kg. L'une de ses caractéristiques les plus reconnaissables est la paire de cornes en forme d'épée légèrement torsadée que l'on retrouve seulement chez le mâle. Ces cornes lui servent non seulement d'arme lors de brefs conflits entre rivaux, mais sont également des indicateurs visuels de l'âge et de la vigueur de l'individu. Leurs grandes oreilles arrondies peuvent bouger de manière indépendante afin de détecter le moindre bruit en provenance de directions différentes. Leur odorat, particulièrement développé, leur apprend de loin la présence de prédateurs. Prudents de nature, ils se déplacent en silence, évitant les sentiers battus afin de rester invisibles. Les guibes sont généralement solitaires, se regroupant seulement pendant la saison des amours. Au lieu de défendre de vastes territoires, ils se contentent de domaines particuliers et ont tendance à éviter le contact avec d'autres de leur espèce, même lorsqu'ils partagent le même habitat. Ils n'entreprennent pas de longues migrations, mais ils adaptent leur périmètre en fonction des conditions environnementales. Les années sèches, ils se rapprochent de sources cachées dans les parois rocheuses ou suivent le cours de rivières temporaires. De manière remarquable, ils peuvent survivre simplement en utilisant la rosée du matin présente sur les feuilles, une stratégie de survie unique leur permettant de vivre dans des zones arides, comme les contreforts de l'escarpement de Muchinga. Leur régime est particulièrement adaptable. Ils se nourrissent de feuilles, de jeunes pousses, de fleurs, de fruits, d'herbes tendres et parfois de plantes aquatiques. Dans le parc national de South Luangwa, des zones éloignées, telles que l'escarpement de Muchinga, encore peu touché par le tourisme, constituent l'habitat parfait afin que cette antilope insaisissable continue de vivre en paix. Le long des pentes embrumées de l'escarpement de Muchinga, tandis que le guibe se déplace sur la pointe des sabots dans l'herbe sèche, une subtile odeur musquée flotte dans l'air. Le témoignage de la présence d'un autre prédateur discret. Des pas précautionneux, presque inaudibles, marquent l'approche d'un animal que l'on a souvent mal jugé, la hyène tachetée. Aucun individu de cette espèce ne vit seul. Chacun appartient à une communauté structurée, le clan, une société matriarcale dirigée par les femelles. Un clan peut regrouper jusqu'à 80 membres, répartis sur un large territoire, liés par des rituels sociaux particuliers. Lors de retrouvailles, ils se saluent par des comportements affectueux, réaffirment leur rang social et communiquent à l'aide d'un langage vocal complexe. Ce système de fission-fusion leur confère une grande capacité d'adaptation, particulièrement lorsqu'ils chassent et gèrent les ressources en groupe, notamment dans les forêts denses de Myombo. Dans les bois de Mumbo, typiques de South Luangwa, la hyène tachetée est loin d'être le simple charognard que certains pensent. Au contraire, elle est une chasseuse intelligente, endurante, faisant partie de l'un des systèmes sociaux les plus complexes du monde des carnivores. Mesurant jusqu'à 2 mètres de long et pesant jusqu'à 82 kg, elle allie force et agilité, se détachant des herbes dorées et des troncs tourmentés de la saison sèche. Sa robe brun sable parsemée de taches noires, une courte crinière le long du dos et des oreilles arrondies la rendent aussitôt identifiable dans le paysage boisé. Dans environ 60% des cas, les hyènes tachetées vont lancer leur propre chasse de manière coordonnée, d'envergure et d'efficacité impressionnante. Quand elles s'attaquent à de grosses proies,
Elles opèrent généralement en groupe de 3 à 15 avec des rôles définis et une stratégie de tenaille. Les plus robustes vont en tête de la chasse afin d'épuiser la proie, tandis que d'autres vont la contourner afin de lui bloquer toutes les issues. Capable d'atteindre 60 km/h et d'avoir une endurance exceptionnelle, la hyène tachetée peut courir sur de longues distances, parfois sur plusieurs kilomètres, jusqu'à ce que l'animal chassé s'épuise, laissant place à l'attaque finale. Sa morsure, la plus puissante de tous les mammifères carnivores, pouvant atteindre 4500 newtons, lui permet de broyer des os, des articulations et même le crâne de grands ongulés. Dans la trame vivante de South Luangwa, la hyène tachetée joue donc un rôle irremplaçable. Son activité de charognard est indispensable, car elle consiste à nettoyer les carcasses, évitant la propagation de maladies. En dévorant des morceaux délaissés, peau, sabots, ligaments et jusqu'aux os, elle garde le milieu sauvage propre et équilibré. Dans la région de Muchinga, où le terrain escarpé, le boisement clairsemé et les longues saisons sèches limitent les ressources alimentaires, le régime omnivore de la hyène tachetée et la robustesse de son organisme lui confèrent un avantage de survie considérable. Au cœur des rythmes en permanente évolution de la nature, le changement climatique n'est plus une simple alerte lointaine. El Niño abat plus. Le précieux joyau sauvage de la Zambie voit maintenant ses rivières s'assécher. Les espèces migratrices modifient leur comportement, prises en étau entre des prairies dénudées et l'expansion des barrières agricoles. Au cœur de la saison la plus sèche de l'année, lorsque les sentiers le long de la Luangwa sont plus accessibles que jamais, des pièges en fil de fer commencent à apparaître tendus dans la nature comme des toiles invisibles. Ils privent de liberté de jeunes éléphants, des lions, des lycaons et parfois même d'un babouin solitaire, simplement en quête de nourriture. D'après le rapport annuel 2023 de Conservation South Luangwa, l'équipe vétérinaire a réussi à retirer des pièges de 11 animaux sauvages. De plus, ils ont sauvé 4 autres vies, dont 2 éléphants pris dans un point d'eau, une girafe gestante en détresse et un éléphanteau orphelin ensuite transféré au centre de sauvetage de Game Rangers International à Lusaka. Grâce à la coordination étroite des équipes de patrouille sur le terrain, du soutien aérien, des organisations de conservation et des tours opérateurs locaux, un système d'intervention d'urgence s'est mis en place afin d'agir rapidement et efficacement sur ce vaste écosystème. Parallèlement aux opérations de sauvetage sur le terrain, la clinique vétérinaire de Mafu a mené 19 missions communautaires, prodiguant des soins à 459 animaux domestiques dans les villages voisins du parc. Ces initiatives jouent un rôle crucial dans la réduction du risque de transmission de maladies du bétail à la faune sauvage, élément indispensable d'une conservation holistique. Votre expérience peut inspirer et renforcer les efforts en cours afin de protéger la nature et la faune en danger, afin de préserver cet écosystème pour les générations futures.